Nigeria, pas d'électricité depuis lundi. Nous allons parler aussi du Mali. Les autorités de transition suspendent France 24 et RFI. En République démocratique du Congo, la préparation des élections accuse déjà un retard de 12 mois. Et puis on termine par le Togo. Djeri Itama préside la deuxième réunion du cadre permanent de concertation. Nos invités sont en place. Il s'agit de Horus Donkovi, activiste panafricain. Horus, bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, Michel. Bonjour, je salue tous ceux qui nous suivent. Voilà, c'est un plaisir d'être sur les plateaux. Nous avons également Madame Sophia Kenyonsi Adanou. Elle est sociologue, analyste politique. Bonjour Madame, vous allez bien? Bonjour, et bonjour Michel, je vais bien, merci. Et salutations à tous nos téléspectateurs, à tous mes confrères qui sont ici. Et mes salutations à tous ceux qui sont à la partie technique. Le doyen également là, Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonjour doyen, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour chers collègues. Bonjour chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Nous sommes là avec le même plaisir. Merci. Le Nigeria est dans le noir depuis le lundi 14 mars 2022. Le pays confronté à une crise énergétique paie un lourd tribut d'une trop faible production. Horus, qu'est-ce qui est à la base de ce que vit actuellement le Nigeria? Je pense que peut-être c'est le manque de sérieux dans la gestion de ses ressources. Moi, je résumerais ça par cette phrase-là, parce qu'on peut pas avoir la production pétrolière du Nigeria, on peut pas avoir le potentiel hydraulique du Nigeria et avoir ce type de pénurie. Je me souviens qu'il y a une époque bien lointaine où le Nigeria avait la particularité d'avoir des véhicules qui circulent par nombre pair et d'autres véhicules qui circulent par nombre impair. Donc les gens parfois devaient se retrouver avec deux véhicules pour avoir un véhicule qui circule les nombres pairs et un autre pour les nombres impairs. Bon, le Nigeria, si vous voulez, il est à l'image de beaucoup de paradoxes. Le paradoxe de la plupart des États africains qui généralement sont potentiellement riches et qui après ont un gros problème quand il s'agit de gérer les ressources, de gérer leurs ressources afin de pouvoir vraiment mettre les populations dans de bonnes conditions. Et comme je dis, mais il n'y a pas de raison à ce qu'un pays comme le Nigeria puisse avoir des problèmes électriques, des problèmes de pénurie de carburant ou ainsi de suite. Il n'y a aucune logique quand on sait le potentiel de ce pays-là. Alors Eric Johnson, est-ce qu'on peut dire que cela est dû également à la crise ukrainienne puisque 80% du réseau national nigérian est alimenté grâce au gaz naturel, une ressource dont les prix ont fortement augmenté depuis cette crise? Mais le ministre nigérian de l'économie l'a clairement dit que cette crise-là vient aussi en partie de la crise ukrainienne. Mais je rejoins mon frère Horus par rapport à ce qu'il disait, la mauvaise gestion des ressources énergétiques de ce pays-là constitue un véritable problème dans l'économie en général de ce pays. Vous savez, les pays producteurs de pétrole en Afrique basent leur économie sur le pétrole. Ils n'ont pas d'autres alternatives en cas de crise pour pouvoir mieux contrôler leur économie. La preuve en est ce que vit aujourd'hui le Nigeria. Et donc, je pense que d'une façon globale, en Afrique, nous avons un problème. Nous dépendons de l'énergie d'ailleurs, alors que sur le continent, il y a des pays producteurs de pétrole et qui devraient normalement suffire aisément pour ce continent. Quand l'on me dit par exemple que sur le lac Zaïre, est-ce que ça s'appelle toujours Zaïre, puisqu'en temps on est devenu Congo, donc sur le lac Congo, disons qu'on peut implanter une centrale électrique qui va couvrir tout le continent. Je me demande pourquoi nos chefs d'État, nos dirigeants n'arrivent pas à se concerter et à aller vers là.
vous voyez ce petit pays qu'est le Rwanda. Aujourd'hui, c'est vrai que le Rwanda dépend énergétiquement de beaucoup d'autres pays. Néanmoins, le Rwanda cherche toujours à avoir une autre alternative pour son économie. Du coup, lorsqu'il y a une crise énergétique, l'État rwandais n'est pas bloqué. Par contre, ce grand pays qu'est le Nigeria, il a suffi juste d'une crise. On me parle de beaucoup de sabotage des oléoducs, etc. Mais est-ce fondamentalement le problème qui peut amener ce pays à avoir cette crise-là? Je ne le crois pas. On va continuer le débat et on va chercher les alternatives. Merci. Madame Sophia, comme les autres l'ont dit, c'est surprenant. Le Nigeria produit une forte quantité de pétrole, mais n'a pas aussi les moyens de le raffiner. Oui, et le Nigeria produit le pétrole brut, mais n'a pas la capacité de pouvoir raffiner ce pétrole-là. Bon, et c'est, comme l'a dit déjà les autres, c'est une mauvaise gestion. Une bonne gestion des choses, une mauvaise gouvernance, permettez-moi de le dire ainsi, parce que le Nigeria, avec sa forte population, plus de 220 millions d'habitants, et ce n'est pas aussi un handicap? Non, du tout. Bon, c'est une force quelque part, parce que on dirait que bon, nos ressources minières constituent plutôt un problème pour nous en Afrique. Alors que bon, avec cette forte population, environ 220 millions, combien de fois le Togo? 21 fois la population togolaise, mais c'est une force et c'est une richesse. Si les gouvernants quand même ont décidé vraiment et développer leurs ressources minières, qui est le pétrole, mais ils peuvent toutefois, avec tout ce qui rentre, de part et d'autre, c'est pas seulement le pétrole, il y a d'autres choses, de part et d'autre peuvent quand même constituer une force. On nous dit que bon, le Nigeria a jusqu'à 250 oléoducs, c'est ça? Oui. Mais bon, à cause de la vandalisation des oléoducs et des sabotages, ainsi de suite, n'arrive qu'à produire ou bien qu'à remplir 142 navires. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que l'État en fait? Et jusqu'à arriver à ça. Voilà la preuve. En tout cas, moi, je me dis que c'est une façon quand même, c'est une leçon et de laquelle les gouvernants doivent tirer quand même des conclusions plausibles et conséquentes pour pouvoir avancer dans la gestion de leur État. Sinon, c'est une mauvaise gestion, une mauvaise gouvernance d'arriver à ça. On dit la crise ukrainienne, les prix ont flambé. Et M. Johnson vient de donner l'exemple du Rwanda. Le Rwanda n'a rien du tout sous son sous-sol. Mais compte tenu de la façon dont Paul Kagame gouverne le pays, prend de part et d'autre, on n'arrive pas à ces problèmes-là. Bon, je ne pense pas que ça puisse se produire au Rwanda. Non, même au Togo, bon, il y a quand même... Ça peut se produire. Ça peut se produire. Bon, c'est une façon d'interpeller les autres pour dire de surveiller leurs choses. On dit aussi que bon, les infrastructures sont vieilles, il faut les revoir. Il faut les revoir pour ne pas arriver à ces choses-là, à ces ruptures-là. Sinon, ça ne va pas du tout. Et ça ne nous honore pas quand même en Afrique. Quand on voit le président... Je peux ajouter un petit mot par rapport à la population du Nigeria. Pourquoi on crée des organisations sous-régionales? C'est pour élargir le marché économique. Ça veut dire que lorsque vous avez une forte population, c'est une force économique que vous avez déjà. Prenez le cas de la Chine. La première richesse en Chine, je le dis toujours, c'est sa population. Plus d'1,3 milliard d'habitants. Et quand vous avez cette population-là, imaginez que vous mettez ne serait-ce que de l'eau dans la rue, qu'on appelle communément pure water. Lorsque vous mettez pure water dans la rue, imaginez le nombre de passants qui vont prendre ce sachet d'eau et vous comptabilisez tout ça, vous avez une manne économique qui vous permet de développer peut-être des affaires. Tous les jours que Dieu crée aujourd'hui en Chine, il y a un milliardaire qui naît. Ça veut dire que les gens profitent d'abord de la population chinoise pour pouvoir avancer économiquement. Et donc, je dis, la population n'est pas un handicap.
Au contraire, c'est une force économique qu'on doit logiquement capitaliser. Alors, au risque d'un Covid, on a vu le président Mamadou Bouhari qui a présenté ses excuses. Il a promis de résoudre le problème dans les jours à venir. Cela prouve d'abord à suffisance que quelque chose n'a pas marché. Et sur la résolution, comment il va faire finalement pour trouver la solution? Ben, il présente ses excuses, mais le problème avec le Nigeria, c'est que c'est quelque chose de redondant. Le phénomène est redondant. C'est-à-dire, si on n'a pas de coupure d'électricité, on a des pénuries au niveau du carburant, et ainsi de suite. Il y a un réel problème de gestion. Et quand, par exemple, on parle pour le cas des problèmes pétroliers du Nigeria, mais si justement il y a attaque de ces éoléoducs, c'est parce que les populations se sont senties flouées. Le problème du pétrole du Nigeria, ça a failli entraîner une sécession. Il ne faut pas oublier, ça a failli entraîner une sécession, ça a entraîné des massacres, ça a entraîné des assassinats de leaders tels que Ken Saro-Wiwa. Comment dirais-je, ça entraîne actuellement un problème de piraterie dans la sous-région qui est en train de gangréner tout le golfe de Guinée. Donc le Nigeria est un pays riche, mais un pays qui a de façon redondante des problèmes de gestion. Donc il ne s'agit pas pour le président, en termes de défi, de régler juste la pénurie sur l'instant T. Il s'agit de réformer l'économie nigériane de façon à ce qu'elle soit potentiellement à l'abri de ce type de phénomène. Parce qu'il n'y a pas de raison à ce qu'un pays grand comme le Nigeria, avec le potentiel qu'il a, se retrouve dans de telles difficultés. Maintenant, j'ai un point à apporter par rapport à la question de la population. La question de la population, elle est importante parce qu'on a tendance à faire une communication vicieuse qui laisse à penser que les populations africaines sont nombreuses. C'est faux, nous sommes sous-peuplés. Pire, lorsqu'on pose la question, comment dirais-je, de la natalité africaine, mais là aussi il y a un vice, parce que la réduction de la natalité africaine, elle est déjà enclenchée. Il suffit de faire une étude de nos sociétés respectives et on verra que les couples ne font plus autant d'enfants qu'ils n'en faisaient avant. Lorsque vous avez par exemple le cas du Togo, le Togo fait 56 600 km² pour 7 millions d'habitants. Mais il faut bien comprendre, le Togo est plus grand que la Suisse, plus grand que la Belgique, plus grand que les Pays-Bas, et qui ont une population 2, 3, 4 fois supérieure. Et quand par exemple on parle du Nigeria qui a 220 millions d'habitants et qui est le pays le plus peuplé d'Afrique, il faut bien comprendre que l'Inde fait 1 milliard d'habitants. On parle pas de la Chine. L'Inde fait 1 milliard d'habitants. La Chine fait 1 milliard d'habitants. Lorsque vous cumulez les deux pays, sur les 7 milliards d'habitants qu'il y a sur la planète, vous avez grosso modo les 2 tiers qui sont asiatiques. C'est ça. Donc, à un moment, il y a quelque chose de vicieux, c'est-à-dire par rapport à le potentiel économique africain, le potentiel foncier africain, le potentiel intellectuel africain, c'est-à-dire par rapport à sa population, et une communication insidieuse qui, à chaque fois, bidouille un peu la communication et favorise, si vous voulez, je dirais, encourage le manque de clairvoyance au niveau du leadership de nos États. Le président Bouhari, lorsqu'il règle la question, d'ailleurs on a un exemple togolais qui est très intéressant, c'est celui de la résilience de la population togolaise qui fait 2 ans de délestage pour ne plus avoir les coupures qu'il subissait avant. Et une collaboration sous-régionale qui fait qu'on a la CEB, qui a d'ailleurs un gros problème financier actuellement, et le travail de coopération qu'il y a par rapport au barrage d'Akosombo. Juste pour dire que lorsqu'il y a une pénurie d'électricité au Nigeria, il ne s'agit pas que du Nigeria, il s'agit aussi des potentialités des autres pays qui accompagnent le Nigeria dans son élan économique. Et quand il parle du Congo, c'est la même chose. C'est-à-dire, en fait, il s'agit d'un barrage qui existe déjà au Congo, qui est en sous-régime, et qui aurait pu alimenter toute la région de l'Afrique centrale s'il était pleinement et convenablement exploité. Donc, à un moment, il y a un regard de nous, les Africains, par rapport à nous-mêmes, et je trouve honteux et outrageux vis-à-vis des populations africaines qu'un gouvernement
africains se réfugient derrière la crise ukrainienne et russe pour justifier les manquements de gestion, de gouvernance qu'il y a eu par rapport à... Ça, c'est le panafricanisme qui parle. On marque la petite pause et on vous retrouve après.